Bonsoir et bienvenue sur BFM Grand Lille. Merci d'être avec nous pour notre émission spéciale municipale Lille Politique, tous les jeudis de 18h30 à 19h. Et ce soir, nous recevons Julien Poix. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de liste de la France Insoumise pour ces élections municipales ici à Lille. Dans la vie, vous êtes professeur d'histoire au collège de Saint-Amand-les-Eaux. Alors avant qu'on détaille ensemble votre programme, j'aimerais commencer par vous faire réagir à l'actualité et ce dont on parle en ce moment en France énormément, c'est la réforme des retraites, le débat autour de cette réforme, les Français qui descendent régulièrement dans la rue pour protester contre cette réforme. Il y a eu un nombre d'amendements assez hallucinants qui ont été déposés contre cette réforme au moment où la commission spéciale retraite essayait d'étudier le texte. Alors quelques chiffres, 65 articles à décortiquer dans cette loi et 22 000 amendements déposés, beaucoup, la grande majorité par la France Insoumise. C'est quoi le but de votre mouvement? C'est de bloquer complètement les discussions? Le but, c'est de gagner, parce que c'est une urgence de gagner ce débat. Moi, ça fait plusieurs jours de grève que j'ai aussi dans la musette derrière moi. Je tiens d'ailleurs à saluer toutes celles et tous ceux qui ont tenu bon et qui tiennent encore, justement, parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Le gouvernement de M. Macron essaie de faire croire qu'il n'y a pas de solution que de travailler plus longtemps. Or, il en existe. Les députés de la France Insoumise, Adrien Quatennens, Hugo Bernalicis, proposent. Ils s'opposent, mais ils proposent. Et nous proposons des solutions, un contre-projet justement pour financer cette retraite à 60 ans et pour tout le monde. Deux solutions simples. Déjà, une mesure de justice. Faire l'égalité femmes-hommes dans le monde du travail, qu'elles soient payées au même niveau, elles cotiseront aussi comme les hommes au même niveau. Deuxième solution, c'est d'augmenter les salaires. Si on augmente les salaires de 1%, ça fait rentrer des milliards dans les caisses. Donc des solutions, nous en avons, et nous continuons à les proposer au sein de l'Assemblée nationale et à être présents dans toutes les mobilisations. Et Dieu sait si on en a fait déjà pour l'instant pas mal, et on continuera encore à être présents. Et c'est un combat que nous mènerons jusqu'au bout avec les syndicats, avec toutes les forces, avec les avocats qui se mobilisent, tous les corps de métier. Monsieur Macron a réussi une chose formidable, c'est qu'il a mis contre lui tous les corps de métier, un ensemble de métiers qui n'avaient jamais manifesté ensemble. Et ça, c'est une chose qu'on peut lui reconnaître, c'est d'avoir unifié le peuple justement. Et moi, j'interpelle aussi, on a un gouvernement qui va aussi dans la violence et dans la guerre civile. Les représentants locaux... La guerre civile. Je pense quand on voit ces images de violence, de gens éborgnés, de gens qui perdent une main en manifestant, des enfants qui se font asperger de gaz lacrymogène, je trouve qu'on a une politique du pire qui s'installe en France. Et donc je demande aussi aux candidats locaux, vous savez qu'au municipal il y en a ici, Madame Spielbout à Lille, de condamner ces actes justement de débordement, ces actes qui sont contraires aux libertés collectives et républicaines. Normalement en France il y a un droit souverain, c'est de pouvoir manifester librement et en sécurité. Et actuellement, on n'est pas dans ce cadre-là, si vous voulez, apaisé. La majorité dont vous parlez, toujours sur ce débat autour de la réforme des retraites, elle vous accuse, vous, votre mouvement, en tout cas, de blocage antidémocratique. Ce qui est quand même un petit peu fort quand on sait que votre mouvement, il fait de la défense de la démocratie son fer de lance. Qu'est-ce que vous répondez? Mais écoutez, nous souhaitons la 6e République. La 6e République, il va falloir que En Marche s'y habitue. C'est un débat. Vous êtes en train de bloquer un débat parlementaire. C'est par la proposition que nous faisons aussi que nous avançons. Nous avons un contre-projet d'une 40aine de pages, nous avons des idées, nous avons des propositions, et c'est sur la table. Et en fait, nous avons des solutions, sauf qu'actuellement, vous avez une majorité qui est une majorité un peu de Playmobil, qui lève le bras en cadence pour voter, et qui ne veut pas débattre, qui ne veut pas discuter, qui n'accepte même pas, au bout de plus de 2 mois de grève, de recevoir des syndicats pour discuter. Donc nous utilisons toutes les armes légales à notre disposition pour pouvoir créer ce débat, pour pouvoir aussi permettre au mouvement social d'être toujours là, pour faire pression sur le gouvernement. Maintenant, je pense qu'il est temps. En 95, vous savez, le gouvernement de M. Juppé avait quand même remis les gens autour de la table. Et ben moi, j'en appelle aussi à la raison. Il faut maintenant trouver une solution et les propositions sont là, je vous l'ai dit. Augmenter les salaires et l'égalité salariale femmes-hommes. Voilà 2 propositions positives pour sortir par le haut de ce débat qui dure maintenant depuis le mois de décembre. En parlant de l'emploi, il y a des chiffres qui sont tombés au mois de janvier, des chiffres qui parlent d'une baisse du chômage
au niveau national des chiffres qui sont très bons. Ici, chez nous, dans la région, une baisse record. On est la région où la baisse est la plus forte au niveau national. Il n'y a pas un effet Macron que vous aimeriez reconnaître, même du bout des lèvres ? Moi, je pense surtout qu'il y a une illusion terrible, parce que derrière cette soi-disant baisse du chômage, on a un océan de précarité qui s'ouvre face à nous. Je tiens à le rappeler quand même, 70% des nouveaux contrats sont des CDD qui sont signés. Un océan de précarité. Je travaille au quotidien avec des AVS, AESH, des assistantes de vie scolaire qui interviennent pour aider justement dans votre métier de les élèves dans les classes, voilà, pour les encadrer et les aider. Ces personnes, voyez-vous, elles n'ont aucune formation. Elles sont payées 500 ou 600 euros par mois, et elles sont dans la précarité totale. Elles sont obligées de se former elles-mêmes, et Monsieur Macron, Monsieur Blanquer n'offre aucun statut solide à ces personnes. Voilà le monde de Monsieur Macron, de Madame Spielbout, de tous ces gens qui viennent vous présenter du rêve. C'est en fait derrière le cauchemar de la précarité, et ça c'est un cauchemar que nous combattons. Nous voulons des titularisations pour ces précaires, nous voulons de l'emploi local et durable, et d'ailleurs on parle de statistiques locales, mais il faut tout de même rappeler que le chômage à Lille est de 19%, 5 points de plus par rapport à 2012, et le chômage des ouvriers à Lille est très fort, 33% des ouvriers lillois sont au chômage. C'est énorme, c'est plus que la moyenne nationale ou régionale. Et là, c'est le bilan aussi de la majorité sortante qui n'a pas assez diversifié le tissu économique, qui a tertiarisé, qui a fait venir beaucoup de bureaux, et qui a pensé qu'en construisant du bureau, magiquement, on allait faire pousser des emplois. Mais ça ne marche pas. Nous proposons, avec la liste décidée pour Lille, soutenue par la France Insoumise, des emplois durables, des emplois locaux, et de déployer dans les quartiers de Lille 5 pôles productifs destinés à créer l'emploi de demain, mais on en parlera si vous voulez juste après. Bien sûr, on va détailler votre programme. J'aimerais vous faire réagir à une dernière actualité que vous avez peut-être suivie, cette agression très violente à Dunkerque en marge du bal du Chat Noir. Un jeune pompier volontaire qui n'était pas en service ce soir-là et qui s'est fait lyncher par une bande en essayant de s'interposer dans une bagarre. Il y a des jeunes qui ont été interpellés, 6 en tout, 4 d'entre eux ont été mis en examen pour tentative d'homicide. Et là où je veux en venir, c'est qu'ils ont pu être interpellés grâce aux images de vidéosurveillance. Qu'est-ce que vous pensez de l'usage de la vidéosurveillance ? Là, c'est un cas qui cache la forêt, en fait, finalement, puisque déjà, je voudrais saluer ce pompier, ce soldat du feu, et lui envoyer mes meilleurs sentiments, souhaiter un prompt rétablissement, à lui et à sa famille aussi, toutes mes pensées. Je visitais il y a peu une caserne justement à Fives avec Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens. C'est le travail qu'ils font au quotidien avec des moyens qui sont de plus en plus réduits, avec des missions qui sont de plus en plus élargies parce que d'autres services publics sont reniés et sont fermés. C'est vraiment une bravoure du quotidien et il faut les saluer. Les caméras de vidéosurveillance. Sur la vidéosurveillance, je pense que ce n'est pas une solution qui permet d'élucider les délits ou les crimes. En fait, moi, je suis pour l'humain d'abord, l'humain au contact. Et donc, c'est pour ça que dans cette situation-là, dans concrètement la ville, je propose à Lille de redéployer un poste de police municipale par quartier, d'organiser des patrouilles mixtes aussi, police nationale, police municipale, et de travailler sur le lien de confiance pour détecter justement en amont tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. Vous savez, il faut s'inspirer de ce qui marche. En Belgique, il y a aussi ce qu'on appelle des visites domiciliaires. Par exemple, une personne s'installe dans un quartier, elle reçoit la visite d'un élu, d'un policier qui lui apporte les documents qui ont rapport avec le quartier, mais qui aussi lui donne un contact et qui repasse régulièrement. Il faut instaurer un lien de confiance, renouer un lien de confiance pour désamorcer les situations de conflit et avant qu'on en arrive à ces extrémités que l'on regrette bien sûr. Donc la confiance, c'est votre solution à l'insécurité à Lille ? La police de la proximité, la police de la confiance, la police du quotidien, c'est ça que nous voulons. Et ce n'est pas une police qui est derrière ces écrans, justement. C'est une police qui va dans les cages d'escalier pour discuter avec les gens. Vous savez, la police de proximité, c'est une belle chose. Moi, je suis de ceux qui pensent que la police, au contraire, elle doit jouer avec les jeunes au foot, comme à rebrousse-poil, puisque M. Sarkozy, justement. Aujourd'hui, au moment où on parle des policiers qui jouent au foot avec des jeunes. Parce que ça instaure justement un climat de confiance et de respect. C'est ce qui se passait il y a 10 ans, avant que M. Sarkozy dise ce n'est pas à la police de jouer au rugby, au foot. Au contraire, il y avait un lien de respect, il y avait une visibilité, il y avait une présence et ça désamorçait bien des problèmes parce qu'ils avaient aussi, ces policiers, la connaissance du quartier. On propose aussi des patrouilles à pied, des patrouilles mixtes à pied. Parce que je pense que le contact, la discussion désamorce bien des problèmes avant qu'on en arrive à des extrémités regrettables.
Alors votre programme, justement, on a commencé à en parler, entrons un peu dans le détail si vous le voulez bien. On a un peu de mal à le décortiquer, ce programme, mais c'est parce qu'il est en train d'être construit. Vous en appelez en fait aux citoyens et vous leur demandez un peu quelles sont leurs doléances. C'est comme ça que vous construisez votre programme, comment ça marche ? Alors le collectif Décider pour Lille, il est soutenu par la France Insoumise, mais il est composé à 50% de gens qui n'ont jamais fait de politique. Notre démarche, elle est partie d'un constat. 52% des Lilloises et des Lillois n'ont pas voté aux élections de 2014. Donc déjà, nous avons voulu les réorganiser dans les immeubles, par des luttes, par des petites victoires. Nous avons manifesté devant des bailleurs sociaux. Nous avons nettoyé avec les habitants des immeubles pour interpeller ces bailleurs sociaux. Donc l'idée, c'est de remettre en mouvement, de remettre dans l'action politique des gens qui sont loin de tout ça. Alors concrètement, et de construire avec justement des réponses. Par exemple, nous avons aussi sur la table une boîte à outils qu'on appelle la boîte à outils du décideur pour refaire des citoyens des décideurs. Dans cette boîte à outils, vous avez plein d'éléments qui permettent aux gens de se réimpliquer. Un exemple, le référendum d'initiative citoyenne que nous proposons de porter à la municipalité. Le droit de révocation des élus à la mi-mandat. Le contrôle... Ça veut dire que si vous êtes élu, oui. Mi-mandat, vous proposez un nouveau vote. Est-ce que je reste maire ou pas ? Tout à fait. Je m'engage à la mi-mandat à passer devant un référendum de révocation. Le contrôle des budgets. Ouvrir les mairies. Les gens ont besoin de liens directs. Je propose 4 jours par semaine, 4 matins par semaine, d'ouvrir la mairie de Lille. On le fait à Mexico. Pourquoi pas à Lille ? Je serais en capacité de le faire. D'ouvrir les conseils de quartier. Vous allez vous faire crier dessus. Bah non, justement, c'est un lien direct. Les gens ont besoin de réponses. Vous savez, quand on fait du porte-à-porte dans les immeubles, les gens souffrent de l'absence de réponse, de l'isolement dans lequel on les a laissés pendant des années. Un oui ou un non. Les gens sont capables d'entendre qu'on n'a pas la solution immédiate à leurs problèmes, mais actuellement, ils appellent, le téléphone sonne dans le vide, ils ont le mur du silence face à eux, et ça, c'est inacceptable. Et donc nous recréerons du lien direct. Je m'installerai dans la mairie de Lille, avec mes adjoints, avec les services techniques municipaux. 4 jours par semaine. 4 matins par semaine, de 6h à 10h, pour recevoir sans rendez-vous les citoyens lillois. J'organiserai aussi mensuellement dans chaque quartier de Lille des marches diagnostiques avec les citoyens, avec les services techniques, pour évaluer tous les problèmes qu'il y aurait dans l'espace public, dans les immeubles. C'est important, justement, qu'un élu soit sur le terrain, un élu soit visible et puisse rendre des comptes en direct aux habitants. Alors, ce que vous proposez de faire monter en politique, entre guillemets, des gens qui n'en ont jamais fait, c'est un peu ce que proposait le président Macron. Et vous êtes le premier à dire que ça ne marche pas. Sauf que M. Macron poursuit la politique des notables. Quand vous regardez la liste de Mme Spielbout, par exemple, à Lille, c'est la liste de la vengeance, la liste de la revanche, des socialistes, des gens de droite éconduits. Bref, c'est le bal des tristounets, si vous voulez. Moi, je propose plutôt une liste qui va sur l'espoir et la solidarité. Je ne suis pas sur la vengeance ou la revanche. L'espoir de faire de Lille, enfin, une ville de la solidarité et de l'égalité. Il y a une fracture sociale entre les quartiers de Lille. Je vous l'ai dit, 33% des ouvriers lillois sont au chômage. Il y a une ville d'un côté de la fête municipale et il y a une ville de quartiers qui souffrent avec l'absence de services publics, avec des logements qui se dégradent justement. Et ça, le logement sera aussi le cœur de notre bataille. C'est votre priorité, le logement à Lille ? C'est la porte d'entrée, sans jeu de mots, sur toute une série de problèmes. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Le logement, eh bien déjà, il y a un gros problème, c'est que vous avez 8000 logements vides à Lille. 8000 logements vides, 3000 personnes à la rue. C'est indigne. Il faut donc ouvrir, réquisitionner ces logements et ces bâtiments qui appartiennent parfois à la mairie et au département, les remettre en état par les services techniques municipaux et les mettre à disposition des gens qui sont dans la rue. 3000 personnes. Réquisitionner, ouvrir, mettre en état et surtout construire des logements qui sont adaptés aux besoins des Lilloises et des Lillois. Actuellement, 66% des logements qui ont été construits à Lille sont des logements privés. Eh bien moi je dis qu'il faut cesser la construction de logements privés qui entraînent la spéculation. 70% des Lilloises et des Lillois peuvent prétendre à un logement social. Donc dans les futures opérations immobilières que je m'engage à construire sur l'île, eh bien il faudra réserver 70% de logements sociaux de tout type. Voilà des mesures qui font qu'on va adapter le logement social aux besoins. Il faudra aussi construire des logements sociaux plus grands, des T4, des T5, et lutter aussi contre l'habitat indigne dans le logement privé. Actuellement à Lille, vous n'avez que 18 personnes qui luttent contre l'habitat indigne. Il faut tripler ces effectifs, il faut renforcer les brigades de contrôle des logements indignes et il faut forcer les propriétaires à faire les travaux, même si la mairie doit les suppléer. Alors Julien Pau, à construire des logements, il y a un endroit où il y a de la place à Lille, la friche Saint-Sauveur. Et vous voulez, à cet endroit, 0 construction. Et oui, 0 construction sur Saint-Sauveur avec une gestion en coopérative citoyenne comme à Dijon. Ce serait la première fois qu'une ville de la taille de Lille met vous privez en d'un gestion endroit où vous pourriez construire
beaucoup de logements. 14 mètres carrés d'espace vert par habitant à Lille, 9 mètres carrés si on enlève les cimetières. Donc du logement, mais en gardant des espaces verts. Vous savez, pour qu'une ville se porte bien, il lui faut 2 poumons. Il y a la citadelle, et le deuxième poumon, ce sera Saint-Sauveur, 0 construction, gestion en coopérative citoyenne, parce que un espace vide, c'est aussi un plein humain, un plein social, un plein pour se construire. Et sur cette friche Saint-Sauveur, les gens vont se construire en tant que citoyens. On ne va pas remplir encore de béton, on va construire des gens équilibrés, des gens qui vont être bien dans leur ville, bien dans leur tête. Vous savez, alors, quand on se promène à Lille... On trouvera quoi sur la friche Saint-Sauveur quand vous serez maire? Ce sera aux citoyens d'en décider, puisqu'ils vont gérer en coopérative citoyenne. Je pense que vous savez, le temps des élus qui décident de tout, y compris de la couleur des pavés, comme Martine Aubry pouvait le faire dans son bureau, eh bien c'est terminé. Il faut s'appuyer sur le collectif, sur les collectifs. Moi, je ne suis pas le maire question pour un champion, je n'ai pas réponse à tout. Je m'appuierai sur l'expertise citoyenne, sur l'expertise des citoyens. Dans les tiroirs, vous avez plein de dossiers que les citoyens et les associations ont mis des années à écrire. Il suffit de les sortir et de les signer. Je pense par exemple aussi à l'ADAV, Association de droit au vélo, qui a un plan de développement du vélo qui est prêt. Je pense au collectif Faites la Friche, au collectif Parc, qui se bat sur ce Parc Saint-Sauveur depuis des années. Donc il faut aussi savoir écouter quand on est maire. Les élus tout-puissants, les sauveurs suprêmes, ceux qui portent le poids de tous les péchés de la ville de Lille sur eux, c'est terminé. Concernant le logement, vous proposez également une mesure forte, interdire Airbnb à Lille ? Tout à fait. Ce n'est pas exceptionnel. D'autres villes essayent de le faire. Los Angeles, New York, Paris, mais ça Berlin. Rapporte. Depuis 5 ans, la mairie de Lille, elle taxe Airbnb. Ça a rapporté l'année dernière 500 000 €. Donc vous êtes prêt à dire cet argent, on n'en veut pas. Mais ça fait perdre beaucoup plus d'argent aux hôteliers et aux commerçants de Lille qu'on ne le croit. Actuellement, vous avez un problème à Lille, c'est que vous avez trop d'hôtels de haut de gamme. On a construit du haut de gamme à n'en plus savoir qu'en faire. Dernière en date, devant Euralille, le SWAM. C'est une erreur stratégique. Les hôteliers, quand vous discutez avec eux, ils ont besoin de quoi? D'hôtels de moyenne gamme, de gamme intermédiaire pour accueillir un tourisme diversifié. Et ça, c'est une erreur. Actuellement, les gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans cette offre hôtelière vont dans le Airbnb, ce qui fait que les hôteliers de la gamme intermédiaire ne peuvent plus, justement, survivre. Moi, je veux créer un outil au niveau municipal. C'est un office municipal du commerce, justement, pour aider les commerçants à développer le commerce, leur donner tous les outils juridiques, les aider au niveau de la communication, les former au numérique aussi. C'est un gros problème auquel ils doivent faire face. Et aussi créer un fonds de préemption pour récupérer les cellules commerciales vides. Vous savez, actuellement à Lille, vous avez des fonds de pension qui achètent des rues entières. Par exemple, vous avez un fonds de pension hollandais qui a acheté 12 000 m² de rez-de-chaussée commerciaux rue de la Monnaie. La ville est devenue un monopoly géant pour les fonds d'investissement. Et ça, il faut qu'un maire dise stop. Et je le ferai via cet outil de l'office municipal du commerce lillois. Mais alors je vous relance sur les finances, sur l'argent. Les sous pour financer toutes vos idées, vous les trouvez où? Eh bien écoutez, l'argent il est là. Par exemple, sur les transports gratuits. Souvent, on me dit comment... Exactement, ça c'est l'une de vos mesures. Transport gratuit, universel, à tous. Au niveau de la MEL. Et je suis le seul, parce que les autres sont tous des convertis de fraîche date. Et comment on fait? Comment on fait? Il faut trouver 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, ça se trouve, les portiques de sécurité que Madame Aubry a voté, c'est 60 millions d'euros. Donc 100 millions d'euros, on les trouve comment? Déjà, il faut déplafonner le versement transport, il faut récupérer l'argent sur d'autres politiques métropolitaines, il faut récupérer la taxe foncière au niveau de la métropole. Bref, vous avez des possibilités. Pour les infrastructures, on souhaite aussi investir dans le tramway. On peut lancer un emprunt populaire. On est dans une période d'effort de guerre. Il faut convertir notre économie, nos habitudes de consommer, nos habitudes d'agir en quelques années face au réchauffement climatique. Eh bien, nous devons mettre en place sur le territoire de Lille et de la métropole un effort de guerre. Donc, en effort de guerre, on lance des emprunts populaires. Donc, je proposerai aussi un emprunt populaire au niveau de la métropole pour financer les nouvelles infrastructures de transport que nous développerons, en particulier le tramway. Julien Poix, quel bilan vous faites des 3 mandats de Martine Aubry à la tête de Lille? Écoutez, moi je pense qu'il est temps de tourner la page et d'écrire un nouveau chapitre. Je vous le dis, ce chapitre, il sera collectif. Lille est peut-être sur une carte du monde, mais la ville est fracturée. Moi, je veux être le maire qui fait apparaître les quartiers de Lille sur la carte de France déjà, qu'on puisse dire « je connais Fives, je connais Lille Sud, je connais Faubourg de Béthune », comme quand on va à Paris, on dit « je connais Ménilmontant, je connais Montmartre ». C'est très bien, mais c'est pas ma question. Eh bien, quel bilan Le bilan, je vous le dis, le bilan de Martine Aubry, c'est le bilan d'une ville fracturée, d'une ville qui est pour quelques-uns et pas pour tous, d'une ville qui continue le nettoyage social des quartiers puisque vous avez une gentrification qui s'accélère à Oisem, à Lille Sud,
à Bois-Blanc. Et ça, c'est une ville qui m'inquiète, puisque moi, je veux faire la ville pour tout le monde. Et en particulier, si on veut faire rester les catégories populaires dans la ville, il faut agir sur le logement. Il faut donc empêcher la spéculation immobilière en construisant du logement public. Et il faut aussi créer de l'emploi durable, productif, local, adapté à ces 33% d'ouvriers qui sont au chômage. C'est pour ça que moi, je propose un plan ambitieux, 5 pôles productifs locaux sur l'île, un sur l'éco-construction, un sur le recyclage, un sur l'artisanat et les coopératives. On propose même de lancer une brasserie municipale à l'île Sud de bière. Un pôle du dernier kilomètre pour empêcher que les camions rentrent en ville pour polluer. Et un pôle de l'agriculture urbaine à l'homme, puisque vous avez un lycée agricole qui fonctionne bien, qui est le seul lycée agricole public de la métropole. Voilà, de l'emploi durable pour maintenir les catégories populaires dans la ville et du logement digne pour tous, public, pour que justement cette ville reste une ville populaire, une ville solidaire. Julien Poix, la semaine dernière, à votre place, il y avait Marc-Philippe Daubresse, le candidat Les Républicains, votre adversaire dans la course, l'un de vos adversaires dans la course à la mairie de Lille. On lui a demandé, et on vous demandera la même chose ensuite, on lui a demandé d'enregistrer une question à votre intention. Je vous propose de l'écouter et bien évidemment d'y répondre juste après. Alors, Julien, ma question est la suivante. Est-ce que la France insoumise va se présenter au deuxième tour des élections toute seule ou est-ce qu'elle va s'allier avec d'autres mouvements? Et si oui, comment vous conciliez le fait que, comme moi, vous voulez aucune urbanisation de la friche Saint-Sauveur et que les Verts, par exemple, acceptent une urbanisation partielle et dense de la friche Saint-Sauveur? Est-ce que vous arriverez à concilier vos programmes? Réponse rapide, s'il vous plaît, Julien Poix. Déjà, c'est un peu grâce à moi que M. Daubresse a pu accéder à Saint-Sauveur parce qu'on a construit le pont. J'ai creusé un petit peu sur ce pont des Gueux, justement, qui a permis à M. Daubresse d'y accéder. Saint-Sauveur, pour moi, ça restera un poumon vert sans construction, donc ça, ce n'est pas négociable. Et l'alliance avec les Verts? Ce n'est pas négociable. Vous savez, moi, je travaille déjà à une chose. C'est de faire rentrer dans le jeu politique, de remettre à table les 52% de citoyens de l'île qui n'ont pas voté. Donc moi, mon grand combat, ce sera de les emmener au deuxième tour, justement, ces gens, qui sont avec déjà les Verts pas au premier. C'est mon premier combat. Les alliances politiques sur un coin de table, les magouilles et les tambouilles sur les bords de la Deule, ça n'intéresse personne pour l'instant. Mon objectif, c'est de faire qu'un maximum de ces gens rentrent dans la danse, reviennent à table et surtout de leur rendre les clés du beffroi. Vous savez, moi, le 22 mars, j'arriverai avec un coussin, avec une grosse clé en or et j'apporterai les clés de la mairie au peuple de l'île pour les faire rentrer au beffroi et ce sera ma plus belle victoire. Alors justement, on vient de parler des Verts. C'est à votre tour de poser une question à notre prochain invité. Jeudi prochain, à votre place, il y aura Stéphane Bally, le candidat Europe Écologie Les Verts à la mairie de Lille. Je vais vous demander de regarder la caméra qui est en face de vous. Tout le monde vous écoute. Vous avez quelques secondes pour poser la question à Stéphane Bally. Il vous répondra la semaine prochaine. Allez-y. Bonjour Stéphane Bally. Allez-vous faire le choix historique de rompre l'alliance avec Martine Aubry, candidate du Parti Socialiste, pour construire une majorité alternative qui permettra de régler à Lille les urgences sociales, écologiques et démocratiques auxquelles nous devons faire face, car il y a une urgence terrible, c'est celle qui est devant nous, et nous devons la construire en créant une majorité alternative. Voilà pour la question à Stéphane Bally. Il vous répondra donc la semaine prochaine. Maintenant, dernier rendez-vous de Lille politique, comme à votre place la semaine dernière à Marc-Philippe Daubresse. Je vous propose de regarder toujours la même caméra. Vous avez 1 minute pour convaincre les Lillois de voter pour vous et de faire de vous le maire de Lille. 3, 2, 1, c'est à vous, allez-y. Le 15 et 22 mars, vous allez avoir une chance historique d'écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre solidaire et collectif de l'histoire de Lille. Je ne serai pas un maire solitaire assis sur son trône. Je serai le maire de ceux et de celles qui n'ont rien dans la ville. Je serai le maire des 3000 personnes à la rue. Je serai le maire des femmes célibataires qui ont 700 € par mois pour vivre. Je serai le maire de tous ces retraités dans la précarité. Je serai le maire de ces ouvriers qui sont au chômage dans la ville. Je serai un maire qui s'appuiera sur l'expertise collective des associations, des citoyens, car c'est vous les premiers spécialistes du quotidien. Ensemble, nous pouvons reconquérir cette mairie, baisser le pont-levis de ce château fort et récupérer la clé qui a trop souvent été avalée par les notables qui sont en place depuis des années à la mairie de Lille. Vous aussi, vous pouvez devenir décideur pour votre immeuble, pour votre rue, pour votre quartier, pour votre ville. Rejoignez-nous, rejoignez Décider pour Lille, une liste soutenue par la France Insoumise pour justement récupérer ces clés et les donner aux Lillois le 15 et 22 mars.
Le message est passé. Merci beaucoup, Julien Poix, d'avoir été notre invité ce soir dans Lille Politique, candidat de la France Insoumise à la mairie de Lille. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de BFM Grand Lille. Merci.